quasiment 5 ans sans impôt sur le revenu avec un seul projet et vous avez un immeuble qui est payé au bout de 10 ans. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous retrouver en cette nouvelle année 2025 pour faire le point sur les revenus fonciers. J'ai voulu vous faire une vidéo pour vous donner toutes les charges déductibles sur les revenus fonciers parce que vous allez voir, il y en a beaucoup, il y en a certaines qui peuvent être oubliées et c'est bien dommage puisque ce qu'on veut c'est avoir du report de déficit le plus longtemps possible. Et donc je vais vous détailler dans cette vidéo toutes les déductions possibles et vous montrer aussi la puissance des déficits fonciers. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on avait vu beaucoup la tendance du loueur meublé non professionnel qui est attaqué, vous avez vu, par le projet de loi de finances qui est pour l'instant un peu en stand-by, mais on sait très bien que ce statut va forcément être regardé de près dans les années à venir. Et donc je vais vous montrer, puisque j'investis beaucoup en opérations de déficit foncier, je vais vous montrer comment ne pas payer d'impôts sur le long terme et la puissance des opérations de déficit foncier quand elles sont bien optimisées pour avoir un regard sur le long terme en termes de fiscalité. Et surtout, ce qu'on veut, c'est de la passivité. Puisque le déficit foncier, ça concerne la location nue, longue durée, ce qui permet de grossir et d'avoir un patrimoine important dans le temps et qui permet d'enchaîner les opérations. Et comme nous sommes en début d'année, évidemment, on pense à faire le point sur nos revenus locatifs de l'année précédente, on commence à faire un petit peu la comptabilité et donc c'est le moment de regarder à quelle sauce on va être mangé. Et je vais aborder aussi un point intéressant puisque on peut également faire des économies d'impôts avec le déficit foncier, chose sur laquelle on n'a pas forcément conscience et vous allez voir que vous allez pouvoir faire de belles économies. Donc restez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai également une astuce très importante pour obtenir le financement de vos projets d'investissement locatif en location nue, en déficit foncier, pour contourner les règles du taux d'endettement du HCSF bloqué à 35%. Pour tous ceux qui souhaitent passer à l'action, je vous mets le lien de notre société Projet Locatif qui peut vous accompagner sur toute la France. Nous avons plus d'une centaine de conseillers à votre disposition qui sont tous des multi-investisseurs et sont là pour vous aider à passer à l'action, à vous trouver des biens intéressants, à les optimiser et surtout à mieux les sécuriser pour être le plus serein possible. Et pour tous ceux qui souhaitent arbitrer leur patrimoine immobilier, je vous invite également à remplir un formulaire pour vous aider dans la vente de votre bien d'investissement locatif. Nous avons reçu un peu plus de 6000 demandes d'acquéreurs potentiels et on sera ravis de vous accompagner dans l'arbitrage de votre patrimoine. Alors, on va passer sur la vidéo, on va passer sur un cas très concret sur un immeuble que j'ai acheté. Vous avez sûrement vu la vidéo sur ma chaîne YouTube, un petit immeuble de rapport comme je les aime, un projet à un peu plus de 350 000 € avec 4 appartements. Il y a 3 appartements visibles en façade et un dernier au-dessus de la toiture, un petit appartement T2. Et donc vous allez voir que la première année, il y a beaucoup de charges qui sont déductibles et qu'il ne faut pas rater puisque ça ne sera pas rattrapable sur les prochaines années. Donc il faut bien y penser. La première année, on a plus de frais à déduire, il ne faut pas en oublier. Donc voilà, cet immeuble génère 27 000 € de revenus annuels hors charge. Ensuite, au niveau des charges déductibles, la première année, ne pas oublier, on a les frais de dossier bancaire. Alors moi, ils étaient de 500 €, mais on voit des frais des fois de plus de 1000 €, donc ça serait dommage de ne pas les déduire. On peut tout à fait déduire les frais de dossier bancaire. Bien évidemment, les intérêts d'emprunt, c'est ce qui représente la plus grosse partie. Ces intérêts, vous les retrouvez bien sûr sur votre tableau d'amortissement. Ensuite, vous avez tout ce qui est assurance, c'est-à-dire l'assurance de l'immeuble, donc l'assurance PNO, c'est-à-dire propriétaire non occupant. Vous avez l'assurance du prêt aussi, à ne pas oublier, ça j'ai vu pas mal d'investisseurs oublier cette partie d'assurance, et pourtant ça représente des beaux montants. Donc n'oubliez pas de déduire également l'assurance du prêt. C'est pareil, cette information, vous pouvez la retrouver sur votre tableau d'amortissement. Vous avez les frais, alors assez peu connus, vous avez les frais d'hypothèque, de privilège de prêteur de denier ou de caution qui sont déductibles. Alors ne les oubliez pas parce que ça pour le coup, c'est vraiment des sommes assez importantes et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc ça, c'est la garantie que prend la banque
soit une hypothèque, une garantie, ce qu'on appelle réelle, sur le bien, soit une caution, c'est-à-dire un établissement qui s'est porté caution pour vous, pour garantir le remboursement du prêt. Et donc ces frais sont bien déductibles. Donc je vous invite à demander un compte-rendu comptable à votre notaire pour avoir les justificatifs correspondants à ces sommes pour pouvoir les déduire. Alors bien entendu, les frais de syndic, de copropriété qui sont la partie non récupérable sont déductibles. Là, je les ai mis à zéro puisque je suis propriétaire de l'immeuble. Mais si vous avez des appartements en copropriété, toute la partie non récupérable est déductible, bien sûr, des revenus fonciers. Les assurances de loyer impayées, si vous en avez pris et qu'elles sont payantes, vous pouvez les déduire à cet endroit-là. Vous savez que j'utilise beaucoup la garantie Visal qui fonctionne très bien et qui est gratuite. Mais dans certains cas, effectivement, je souscris des assurances privées que je déduis de mes revenus fonciers. Dans tous les cas, ce que je peux vous conseiller par rapport à la période actuelle que nous traversons avec une inflation très forte, une demande locative très forte et donc une tension locative, le risque d'impayé augmente un petit peu. Et comme je le dis toujours dans mes vidéos, je vous encourage vivement à souscrire des assurances pour être serein. Même si par expérience, les assurances de loyer impayé ne représentent pas plus de 1% de loyer impayé en réalité, quand on fait les choses bien, qu'on attire des bons profils avec des beaux appartements, on a très peu de risques. Mais rien ne vaut la sécurité mentale et la tranquillité d'esprit d'avoir des assurances pour tous ces loyers. C'est aussi très rassurant pour un banquier quand vous allez présenter votre dossier de lui expliquer que vous prenez des assurances de loyer impayé parce que vous aimez la sécurité et que vous voulez être tranquille sur le long terme. C'est quelque chose qui est très apprécié aussi au moment du financement bancaire. Alors ensuite, on a les frais de gestion. Donc, si vous passez par une agence de gestion locative, vous allez avoir des frais d'agence immobilière de gestion que vous pouvez tout à fait déduire. La taxe foncière, donc on est d'accord sans la partie ordures ménagères puisque c'est une partie récupérable qui sera inclue dans les charges du locataire. Donc la partie sans les ordures ménagères, vous pouvez la déduire. Alors l'État nous fait cadeau d'un petit forfait de 20 € par logement pour tout ce qui est timbre-poste, gestion courante. Donc merci beaucoup pour ce beau cadeau. Donc là, j'ai 4 appartements, donc on fait 4 fois 20 €, ce qui fait 80 € déductibles. Ensuite, bien sûr, on a la partie travaux. Alors, dans les travaux, évidemment, c'est tout ce qui concerne l'amélioration, la rénovation, l'embellissement, etc. Mais vous ne pouvez pas déduire tout ce qui est création de surface, construction ou reconstruction. Bon, nous, on n'est pas trop concernés. Quand on a déjà un immeuble, ça reste de la rénovation intérieure. Donc, tous les travaux d'amélioration sont bien déductibles des revenus fonciers. Donc pour exemple, sur cet immeuble, j'ai dépensé 65 000 € pour rénover 2 appartements, ce qui nous fait une belle petite enveloppe reportable. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne par la suite. On se retrouve donc avec un total déductible de quasiment 85 000 € pour cette première année, pour 27 000 € de revenus locatifs pour une année pleine. Donc le calcul, il est assez simple, c'est-à-dire qu'on fait 27 000 € moins les 84 000, on se retrouve avec un déficit de 57 810 € sur l'année 2024. Ensuite, ce déficit, comment il va être traité? Dans un premier temps, vous allez pouvoir et vous allez devoir, parce que ça j'ai eu la question aussi assez régulièrement, vous êtes obligé de déduire 10 700 € de vos revenus professionnels, de vos revenus globaux, c'est-à-dire vos salaires, de votre impôt sur le revenu personnel, ce qui va avoir pour effet de vous baisser votre fiscalité personnelle et donc vos impôts sur le revenu. Pour exemple, sur une tranche à 11%, 10 700 € vous fera économiser 1 177 €. Sur une tranche à 30%, vous allez économiser 3 210 €. Sur une tranche à 41%, 4 387 € et sur une tranche à 45%, 4 815 €. Donc c'est pas une option, vous êtes obligé de le déduire de vos revenus professionnels et sachant que pour 2023-2024, vous avez la possibilité de doubler ce déficit foncier, c'est quelque chose que j'ai fait sur 2023, et ce qui m'a fait économiser pas mal d'impôts. Donc vous allez doubler évidemment le gain fiscal que je viens de vous expliquer pour votre impôt sur le revenu. Mais pour pouvoir doubler ce déficit imputable, donc à 21 400 €, il faut avoir fait des travaux d'économie d'énergie avec des entreprises RGE et pouvoir démontrer que vous avez un gain de plus de 2 lettres au niveau du diagnostic de performance énergétique. Et donc si vous êtes dans ce cadre-là, vous avez le choix effectivement de doubler votre déficit foncier.
Donc on continue, hormis ce cas exceptionnel. Une fois que vous aurez déduit les 10 700 €, donc on repart sur notre déficit reportable, on enlève 10 700 €. Il reste donc bien 47 110 € à reporter, donc c'est sur 9 ans maximum, jusqu'à épuisement. Et c'est là la puissance du déficit foncier, c'est que ça va durer pendant pas mal d'années. Pourquoi ? Parce que vous avez des charges qui vont se reconduire chaque année, donc c'est le petit tableau que je vous ai mis juste ici, où vous allez avoir chaque année les intérêts d'emprunt. Donc bon, j'ai mis les mêmes, on est d'accord, les intérêts d'emprunt vont baisser légèrement d'année en année, mais ça va pas être non plus la grosse dégringolade. Un peu d'assurance propriétaire non occupant qui celle-ci a plutôt tendance à augmenter et que je vous invite à réviser tous les 3 ans maximum. Je suis en plein dedans et j'ai des assurances qui ont presque doublé en 2-3 ans parce qu'il y a eu quelques dégâts des eaux. Donc vraiment négocier et renégocier vos assurances P&O. L'assurance du prêt, tous vos frais de syndic, d'assurance, les frais de gestion si vous faites gérer par une agence, votre taxe foncière, le forfait, ce qui nous fait un total déductible chaque année de 17 110 €. Donc le calcul est simple, c'est-à-dire que sur les 27 000 € de revenus hors charge que j'aurai chaque année, je vais déduire environ 17 110 € chaque année, ce qui m'amènera à déclarer 10 000 € fiscalisés de mes revenus fonciers sur lesquels je vais pouvoir imputer mon déficit reportable de 47 000 €. Et donc, si on divise 47 000 par 10 000, ça nous fait quasiment 5 ans sans impôt sur le revenu avec un seul projet, avec une enveloppe travaux qui est assez réduite puisqu'elle est que de 65 000 €. J'ai pas fait 150 000 € de travaux, enfin voilà. Ça reste sur une petite enveloppe, donc imaginez quand vous faites des opérations avec 150 000 € de travaux, 200 000 € de travaux, le nombre d'années de report de déficit que vous allez avoir. Et c'est toute la puissance du déficit foncier parce que vous êtes tranquille pendant 5 ans. Mais si vous me suivez et que vous êtes un peu ambitieux, vous n'allez pas attendre 5 ans pour réinvestir. Et donc, vous allez recréer des enveloppes de déficit qui rallongeront encore la fiscalité des revenus fonciers. Et c'est vraiment ce mécanisme qui vous permet de continuer à investir sans avoir de fiscalité sur vos investissements. Alors certains vont dire oui, mais du coup ça nous oblige à réinvestir, à recréer du déficit. Alors oui, je suis d'accord et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que ça nous pousse à continuer à avancer, à développer notre patrimoine. Et il faut savoir qu'on n'est pas obligé de garder nos biens immobiliers jusqu'à la fin du crédit. Tout ça, ça n'existe pas en réalité. On arbitre entre 7 à 8 ans, voire 10 ans en général, ce qui permet de rembourser une partie du prêt d'autres investissements et d'avoir de vrais revenus locatifs assez rapidement. Admettons, vous achetez 2 immeubles, vous empruntez sur 20 ans, au bout de 10 ans, vous en vendez un, vous remboursez le capital restant du prêt du premier et vous avez un immeuble qui est payé au bout de 10 ans. Si vous voulez réduire encore la durée, vous en achetez 3, vous en revendez 2 au bout de 7 ans, ce qui vous paiera le crédit de celui qui vous reste. En fait, c'est toute la magie de la capitalisation sur le long terme. C'est une sorte d'enrichissement automatique qui est assez dingue parce que si on devait mettre cet argent, ces économies de côté juste avec notre salaire, c'est quelque chose qui serait impossible à faire à moins d'avoir des très très gros salaires et en se serrant la ceinture. Alors qu'avec l'investissement immobilier, c'est la banque qui paye le bien, c'est le locataire qui rembourse et c'est nous qui sommes propriétaires. Voilà, donc rapidement sur la partie financement, je voulais vous en parler en début de vidéo, je vous en ai parlé. Pour financer ce type d'opération, effectivement, certains banquiers en nom propre ont quelques difficultés malheureusement et sont contraints de refuser les projets à cause du taux d'endettement imposé par le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, qui plafonne le taux d'endettement à 35%. Donc dans certains cas, ce que je peux vous inviter à faire, la solution, c'est de créer une société civile immobilière, si vous êtes deux, qui va vous permettre de sortir du cadre du taux d'endettement classique. Je mets des guillemets parce que c'est dans certains établissements. Tous les établissements ne fonctionnent pas pareil et les règles changent et évoluent au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est d'avoir une discussion avec votre banquier. Quel est le statut qui vous permettra de me financer? Il faut savoir qu'une SCI à l'impôt sur le revenu fonctionne exactement comme le nom propre, comme ce que je viens de vous expliquer. Avec les déficits reportables, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être propriétaire de pourcentage du bien, vous êtes propriétaire de part
deux SCI qui détiennent le bien. Mais dans le mécanisme, c'est exactement pareil. Et donc, certaines banques acceptent plus facilement de financer en SCI. Alors, des fois, en SCI, il y a l'impôt sur les sociétés. Il faut savoir qu'une SCI, quand elle est créée sans choix fiscal, elle est forcément à l'impôt sur le revenu. Et pour la mettre à l'impôt sur la société, il faudra envoyer un courrier aux impôts. Et donc, vous pouvez très bien dire à votre banque que vous allez opter pour le choix de l'impôt sur les sociétés pour sortir du taux d'endettement classique et finalement ne pas lever l'option plus tard à l'impôt sur les sociétés une fois que celle-ci sera immatriculée. Parce qu'il faut savoir que certaines banques considèrent plus un prêt professionnel quand on est en SCI à l'impôt sur la société plutôt qu'une SCI à l'impôt sur le revenu. Il faut savoir que même si vous faites une SCI à l'impôt sur la société, vous avez le droit de changer d'avis et donc de rebasculer votre SCI à l'impôt sur le revenu finalement après sa création. Vous avez tout à fait le droit de changer d'avis. Vous avez compris, l'idée c'est d'avoir une discussion avec votre banquier pour faciliter l'obtention du prêt et financer votre beau projet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter un maximum pour me donner un peu de courage à continuer à vous faire des vidéos. Et sur ce, je vous souhaite de bons investissements. Pensez à vous et passez à l'action. Ciao les investisseurs.